Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes le jeudi 21 mai 2026 et notre cher ami, notre frère Andrei Martianov est avec nous. Bienvenue à nouveau, Andrei. Avec plaisir. Bonjour. Merci de cliquer sur le bouton j'aime, ça nous aide à toucher plus de monde. Et suivez Andrei sur son site smoothiex12.blogspot.com. Vous pouvez aussi trouver sa chaîne YouTube sous le même nom, SmoothieX12. Alors, Andrei, j'aimerais commencer par cette énorme explosion qu'on a vue en Israël. Les grands médias ont tout simplement oublié l'affaire. Qu'est-ce qui s'est passé? Les Israéliens disaient que c'était une sorte de test qui avait mal tourné. Quelle est, selon vous, la véritable explication de ce qui s'est passé? Eh bien, je veux dire, ne vous y trompez pas. Je ne suis pas là pour, vous savez, exagérer quoi que ce soit. Mais franchement, toute personne qui dit que c'était une explosion contrôlée, je lui vends un pont. C'est de la pure propagande israélienne, une tentative de dissimulation. Et de toute évidence, d'après ce qui circule, ils ont perdu un énorme stock de missiles Arrow 3. C'est censé être leur meilleur système de défense aérienne. Et oui, c'est bien ce qu'on a vu. Certains disent que ça s'est produit pendant une opération de chargement ou de déchargement, quelque chose comme ça. Mais on ne peut pas complètement exclure la main des services spéciaux et du renseignement iranien. Parce que, évidemment, quand on voit des agents iraniens filmés à l'intérieur même du site nucléaire de Dimona, ça montre que, s'ils peuvent faire ça, ils peuvent certainement faire le reste. C'est une humiliation totale et ça affaiblit encore plus une défense aérienne israélienne déjà mauvaise, inefficace, pas à la hauteur. Donc oui, ça a un impact sérieux sur les capacités qui leur restent. Andrei, on sait que la guerre, malgré le cessez-le-feu entre Israël et le Liban, se déroule en réalité entre deux parties, Israël et le Hezbollah, pas le gouvernement libanais. Et ces derniers temps, on a vu beaucoup de vidéos, des images montrant ces drones FPV aller frapper des batteries du dôme de fer. Est-ce que ça risque de devenir un vrai problème avec le temps, avec ce type d'attaque contre le système de défense aérienne? Et à quel point c'est important pour la défense aérienne d'Israël? Eh bien, c'est énorme. Enfin, tout dépend évidemment de combien ont été détruits. Je ne sais pas, et personne ne connaît vraiment le nombre exact de ces batteries du dôme de fer. Mais le dôme de fer, c'est le système conçu pour intercepter, en gros, leurs fameuses roquettes artisanales. Vous savez, celles qu'ils appellent Katyusha, ou quel que soit le nom en arabe, qui étaient en fait fabriquées, disons-le, avec de la plomberie. Des tuyaux d'eau dans lesquels on mettait un explosif, peut-être un genre de RPG, et on les lançait. C'était très simple, avec une trajectoire balistique lente, facile à calculer si on a une bonne puissance de calcul, ce qu'Israël possède. Et voilà, c'était ça l'idée. Ils intercepteront le nombre de missiles qui étaient en vol, quel qu'il soit. C'est ce que beaucoup de gens ne comprennent pas. Le dôme de fer n'est pas conçu pour intercepter des missiles sérieux, qu'ils soient tactiques ou opératifs tactiques, et encore moins des missiles opératifs. En gros, parce qu'ils volent, et surtout les missiles iraniens, qui, eux, manœuvrent clairement. Les Iraniens disposent bien de la technologie des ogives terminales manœuvrantes, et avec ce système-là, on ne peut pas les intercepter. C'est juste, disons, quelque chose qui rassure, comme mettre un pansement sur un cancer au stade 4 ailleurs. Et pour ça, ils ont les systèmes ETS, Arrow et tout le reste, en fait des systèmes américains, développés, conçus et construits pour une grande part par Raytheon et Boeing. Et bien sûr, Israël, Rafael, c'est leur entreprise. Ils mettent leur étiquette dessus, fabriqué en Israël. Ils ajoutent quelques mises à jour, disons, pour leurs besoins spécifiques, dans le logiciel et dans certains éléments purement matériels. Et c'est tout. Voilà ce qu'ils ont. Mais enfin,
Soyons sérieux, depuis l'année dernière, et maintenant depuis février, on a bien vu ce qu'ils valent. Et cette explosion, disons-le gentiment. Donc oui, c'est une vision purement américaine de la défense aérienne. C'est complètement dépassé, obsolète, conçu pour un ennemi qui, en réalité, n'existe pas en tant qu'État sérieux. L'Iran l'a déjà démontré, avec tout ce qui a été déployé, y compris le système THAAD, sans même parler des Patriots dans les opérations militaires spéciales. D'après différentes estimations, les États-Unis ont dépensé environ 130 milliards pour les systèmes Patriot et tous les autres types de défense aérienne dans le cadre de l'opération militaire spéciale. Et maintenant, on parle encore de dizaines de milliards supplémentaires, surtout après que les Iraniens ont réduit en miettes 3 des 7 batteries. Oui, c'est une défense aérienne complètement dépassée. Voilà ce que c'est. Que voulez-vous que je dise? Et Israël est dans le même camp que les États-Unis, parce qu'en réalité, ce sont les États-Unis qui leur fournissent l'essentiel de leur matériel, sans parler de l'aide financière. Et tout ça est totalement en faillite. Autrement dit, ça revient presque à ne rien avoir du tout. Quand vous entendez le général Keane venir sur Fox News et dire qu'il faut continuer cette guerre, qu'il faut les frapper fort, qu'est-ce que ça vous inspire? Parce qu'en fait, il parle d'une opération militaire. Il n'a pas d'autre solution pour ce qui se passe au Moyen-Orient. Et il pense que les États-Unis peuvent agir, parce qu'on sait que Benjamin Netanyahou veut, du moins d'après un article d'Axios. Axios a rapporté que Benjamin Netanyahou veut poursuivre la guerre, ce qui ne semble pas vraiment être la position de Donald Trump, parce qu'il connaît la réalité. Enfin, je ne sais pas s'il la connaît vraiment, mais au moins une partie de ces informations lui parvient. Le Pentagone est incompétent. Incompétent sur toute la ligne. Ils ne comprennent pas vraiment leurs propres capacités technologiques. Ils ne savent pas les évaluer correctement. Et ceux qui savent le faire, on ne les laisse pas approcher. Et Keane, lui, c'est un pilote. Il est diplômé, enfin bref, il est sorti de l'académie de l'US Air Force à Colorado Springs. Ensuite, il a enchaîné avec toutes sortes d'écoles, comme le Command and General Staff College à Leavenworth, au Kansas. Franchement, c'est pas un niveau académique très élevé, pour dire les choses gentiment. C'est très loin du vrai niveau d'instruction militaire qu'il faudrait pour l'armée de 2026. Alors, qu'est-ce qu'il peut dire d'autre? Il a obtenu son poste de président des chefs d'état-major, eh bien, en léchant les bottes. C'est exactement ce qu'ils font. Et Larry Wilkerson t'a dit, je crois que c'était à toi qu'il l'a raconté, que quand il était chef de cabinet de Colin Powell pendant la guerre du Golfe, il entrait dans ses réunions d'état-major avec tous ses généraux 4 étoiles, 3 étoiles, tu vois. Et il disait, ne laissez jamais un général de l'US Air Force commander quoi que ce soit. Et là-dessus, je suis d'accord. Ces types ont grandi avec les contes de fées façon Top Gun Maverick. Tu vois le genre. Keane n'y comprend rien. On l'a déjà vu. On l'a vu. On a des preuves empiriques terribles et de plus en plus nombreuses que ces gens-là ne comprennent pas ce qu'est une vraie guerre. La seule chose qu'ils connaissent, c'est la bombe. Et c'est tout. Vous savez, c'est un peu comme si on disait « Allez, on décolle, on balance quelques bombes, des ER ou des JDAM, on se met en ligne, on tire, et voilà, on a gagné. » C'est n'importe quoi, franchement. Et donc, quand vous avez un corps d'officiers, des généraux, des amiraux, qui ont grandi avec ce conte de fées technologique et qui ne comprennent pas que, eh bien, en face, il y a des gens qui tirent aussi et qui tirent très bien, eh bien là, ça fait mal. Et tout à coup, le plan s'effondre. Comme l'a dit Mike Tyson, tout le monde a un plan, jusqu'au moment où on se prend un coup en pleine figure sur le ring. Et là, tout part en vrille. C'est exactement la situation. Et regardez surtout, encore une fois, la lignée des présidents du comité des chefs d'état-major interarmés.
Il y avait toutes sortes de gens là-bas, des amiraux, des spécialistes des opérations spéciales, enfin toutes sortes de personnes qui en réalité n'auraient pas la moindre idée de ce que sont des opérations interarmes. Et voilà, la seule chose que l'armée américaine sait vraiment faire, c'est bombarder depuis les airs. Parce que c'est là-dessus que repose toute la culture militaire américaine. C'est le fondement même de sa mythologie. Et maintenant, tout à coup, ça ne marche plus. Qu'est-ce qu'il peut dire? S'il admet qu'il faut tout reprendre à zéro, qu'il faut repenser tout le système, parce qu'en fait, on est en faillite financièrement et technologiquement, eh bien, il serait immédiatement, comme vous le savez, viré de son poste. Mais ils ont tellement travaillé pour y arriver, ils ont tellement léché de bottes pour en arriver là, qu'évidemment, il ne va pas sortir et le dire ouvertement. Ce sont des gestionnaires, pas des généraux, pas des officiers. Voilà tout le problème. On leur apprend à piloter un F-16 ou un F-15, à décoller, et voilà. Très bien, c'est bien, l'Amérique a encore de bons pilotes. Mais la vraie question, c'est est-ce qu'ils ont évolué pour devenir des officiers opérationnels de niveau stratégique? Moi, je ne vois personne dans l'armée américaine qui comprenne vraiment ce qui se passe. J'ai vu la déposition de M. Brad Cooper, le commandant du CENTCOM. Franchement, c'était gênant. On se dit non, c'est pas possible, c'est absurde. Et en plus, il s'est fait complètement démonter par un sénateur ou un représentant américain sur une question de vocabulaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Anéanti, dégradé et tout ça. Ces types-là n'emploient même pas les termes militaires de manière professionnelle. Y a-t-il encore des gens qui pensent qu'une invasion de l'Iran serait la solution? Voici Keith Kellogg qui en parle. Oh bon sang, pourquoi? On se prépare à lancer une attaque très importante demain. L'Arabie saoudite, le Qatar, les Émirats arabes unis et d'autres encore m'ont demandé si on pouvait la repousser de 2 ou 3 jours. Juste un court délai, parce qu'ils pensent être tout près de conclure un accord. Et si on peut le faire, si ça permet d'éviter qu'une arme nucléaire tombe entre les mains de l'Iran, je pense que s'ils sont satisfaits, nous le serons probablement aussi. Je n'en reviens pas de voir à quel point il a été raisonnable tout au long de ce processus et à quel point il a su rester mesuré. Il existe des principes immuables de la guerre, 9 en tout, depuis 500 ans avant Jésus-Christ. L'un d'eux, c'est la simplicité. Alors je vais faire simple. Ce que je dis, c'est que je pense qu'on devrait interrompre les négociations. On devrait s'emparer de l'île de Kharg pour plusieurs raisons. D'abord, elle contrôle 90% de leur économie. En la prenant, on met tout le pays en danger, surtout. On pourrait même installer un gouvernement provisoire, un gouvernement d'opposition, si on veut aller jusque-là. Ensuite, la deuxième chose à faire, c'est d'aller environ à 300 000 à l'est. Là, on prend Ras Al-Khu, qui est un centre de commandement et de contrôle pour le détroit. On y déploie les marines. Troisièmement, on aligne les dragueurs de mines de la classe Avenger et on escorte tout le monde hors du golfe, du côté omanais, si on veut le faire. Et on nettoie complètement pour la suite. Écoutez-moi, je n'ai pas fait cet arrangement. Même sur le scénario saoudien, il y a un sort moins compliqué que ça. The guy's an idiot. I mean, he is American general. American generals don't know what it means to conduct real war. The Avenger class minesweepers. Les dragueurs de mines de la classe Avenger. Ce type ne comprend même pas ce que sont les mines de fond, les mines posées sur le fond marin, que, soit dit en passant, l'Iran possède. Il ne comprend pas non plus que l'Iran a l'équivalent du missile russe Shkval, qui est en fait une sorte de roquette avec une vitesse de plus de 120 nœuds. On ne peut pas le distancer, on ne peut pas tirer dans l'eau. Et ça, c'est encore autre chose. Et bien sûr, Keith Kellogg
n'aurait pas l'intelligence de s'en rendre compte. Quoi, à plus de 80 ans? Ce gars est resté bloqué à la Seconde Guerre mondiale. Et c'est pour ça que les États-Unis perdent toutes leurs guerres et subissent défaites humiliantes après défaites humiliantes. On a affaire à des gens qui n'ont jamais rien gagné de leur vie. Ils perdent toutes leurs guerres. Kellogg, lui, était au Vietnam. Il a fait partie des forces spéciales. Ensuite, il a commandé une division. Mais encore une fois, dans quoi? Dans quelle campagne? Dans quelle guerre a-t-il servi? Il a vu l'humiliation des États-Unis au Vietnam. Il a ensuite observé l'humiliation en Afghanistan. La guerre en Irak a été perdue. Et ça continue, encore et encore. Et maintenant, on a cette défaite catastrophique et humiliante dans l'opération militaire spéciale, et maintenant l'Iran. Donc, ce type ne comprend pas les bases de la guerre moderne, qui commence par la défense aérienne, une vraie force navale. Il ne comprend pas le rôle des missiles anti-navires. Il n'a aucune idée de tout ça. Et c'est bien là le problème. Je ne sais pas pourquoi cette personne, enfin, encore une fois, l'administration Trump, c'est une bande d'imbéciles, vous savez, contrôlée par Israël. Alors, que voulez-vous que je dise? C'est une décomposition totale du pouvoir politico-militaire aux États-Unis. Quand on voit des gens se pavaner comme des idiots, franchement, tout ce qu'ils savent faire, c'est de la communication. Ils jouent les durs. Mais en réalité, comme je l'ai déjà dit, le général américain moyen, y compris le chef d'état-major interarmé, se ferait ridiculiser lors d'une simple réunion d'état-major de brigade, le matin, pendant le briefing. Ce sont des gens qui n'ont aucune idée de ce qu'ils font. Voilà à quel point la situation est grave. Et encore une fois, écoutez, j'ai écrit 4 livres là-dessus. J'avertis depuis 2014 que les États-Unis ne comprennent pas dans quoi ils s'engagent. Et Keith Kellogg, qu'il rassemble donc la force adéquate, qu'il la commande et qu'il la dirige pour l'invasion de l'Iran. Tout ce qu'il sait faire, c'est dire « mettons des marines sur une île ». Il ne comprend même pas que l'Iran dispose de tirs à longue portée, certains vraiment très longue portée. Et je ne parle pas de missiles balistiques, évidemment. Il n'a jamais entendu parler des lance-roquettes multiples Fajr, capables de frapper à plus de 130 km. Alors qu'est-ce qui va se passer avec une position fixe? Ce type n'a aucune idée de ce qu'il fait. Il pense qu'il peut déployer les marines là-bas, dans une position figée, sans aucune possibilité de repli. Et devinez ce qui va arriver. Ce sera une zone de rassemblement. Les États-Unis ne sont pas capables de mener des opérations modernes interarmes, et on l'a bien vu. Où sont passées ces 13 bases américaines qui représentaient, tu sais, la puissance de projection des forces? L'Iran les a tout simplement anéanties. Voilà. Mais on ne peut pas expliquer ça aux généraux américains, parce que leur formation est, comment dire, d'un niveau académique extrêmement bas à l'Académie militaire de West Point, pour ceux qui y vont d'ailleurs. La plupart viennent du programme ROTC. Ils ont grandi en regardant le film, Patton, et toutes sortes de choses du genre. Et oui, ils y croient vraiment. Donc oui, Keith Kellogg ne comprend absolument pas ce qu'est une position fixe. Il ne le comprend pas, parce qu'il pense que les États-Unis peuvent dépasser tout le monde en portée. Ça ne peut plus durer depuis un bon moment déjà. Et quand on leur dit que, oui, l'Iran dispose de nombreuses capacités de frappe à longue portée, qu'il peut les utiliser, et que l'armée de l'air américaine ne fera rien pour l'en empêcher, eh bien, ils n'arrivent pas à le concevoir. La plupart des généraux des forces armées américaines non plus d'ailleurs. Ils ne comprennent pas. Maintenant, ils commencent un peu à sentir la pression. Vous voyez? Que voulez-vous que je dise? Ils doivent bien dire quelque chose. Alors, ils vont dans les médias et répètent les mêmes absurdités encore et encore. Il faut y aller, il faut, vous savez, leur botter les fesses. Très bien, allez-y. Voyons un peu ce qui va se passer. André,
Avant que la guerre ne commence, l'Iran avait dit que si les États-Unis attaquaient l'Iran, ce ne serait pas une guerre entre l'Iran et les États-Unis. Ce serait une guerre régionale. Et en fait, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est exactement la traduction de ce que l'Iran avait annoncé avant le début du conflit. Et maintenant, ils disent que si les États-Unis décident d'attaquer à nouveau l'Iran, ce sera au-delà de la région. Ça veut dire que la Roumanie, l'Allemagne, la Grèce, toutes ces bases américaines dans ces pays pourraient être visées par des missiles iraniens. Alors, comment vous comprenez ça? Est-ce qu'ils en ont vraiment conscience? Parce que moi, je ne vois pas l'Iran fanfaronner ou parler juste pour parler. Ils ont déjà prouvé le contraire, comme je l'ai rappelé. Eh bien, je veux dire, certains comprennent. Oui, certains. Mais la majorité, encore une fois, il faut comprendre ce qu'est Washington, D.C. C'est un regroupement de politologues, de journalistes et d'avocats. Ces gens-là n'ont absolument aucune idée de quoi que ce soit. Et même, comme je l'ai déjà dit, on a vu la dégradation du niveau culturel, intellectuel et professionnel de l'armée américaine. Et ça, c'est constant depuis 30 ans. Comme je l'ai déjà mentionné, les dernières personnes compétentes ont quitté l'armée américaine. Donc, ils ne comprennent vraiment pas, parce qu'ils n'ont pas les outils. Ils n'ont pas l'esprit pour ça. Ils ne sont pas formés. La plupart sortent de ces universités de l'Ivy League, où on les prépare, enfin on prétend les préparer, mais en réalité, c'est surtout de la fraude professionnelle et politique qu'on y fabrique pour les futurs dirigeants. Ils vont dans les universités de l'Ivy League, en gros, pour fréquenter les mêmes cercles, les bons vieux garçons et filles, tu vois, issus de ces familles-là, des familles politiques, des familles d'affaires, qui au final produisent ces imbéciles. Si on regarde leurs qualifications, ils sont incapables de comprendre qu'en réalité, l'Iran a la portée nécessaire pour frapper, par exemple la Roumanie ou la Grèce ou même une base aérienne britannique. Les Britanniques essayent maintenant de prendre un peu leur distance avec tout ça. Mais oui, l'Iran a bien la portée, ils peuvent lancer, et la majeure partie de leur force de missiles est encore intacte. Et donc, encore une fois, ils vont dans les médias et ils mentent, parce que c'est la seule chose qu'ils savent faire. Peut-être qu'en privé, ils se disent entre eux, « Mon vieux, on est fichu ». Apparemment, Trump commence à le sentir. Mais encore une fois, Trump n'a ni morale, ni humanité. Ce qui l'intéresse, c'est de faire de l'argent pour sa famille, et il est sous le contrôle d'Israël. C'est aussi simple que ça. Voilà ce qu'est Washington. On ne peut pas vraiment discuter avec eux de manière rationnelle parce que beaucoup sont hystériques. Et puis certains, tu vois, quand la rumeur circule, ils commencent à sentir ou à comprendre que, eh bien, on s'est fait complètement avoir. C'est pour ça qu'on voit cette procrastination, ces discussions qui tournent en boucle. Trump, tu sais, Trump finit toujours par se dégonfler. Parce qu'ils savent que s'ils y retournent, ils risquent, je ne dis pas qu'ils ne le feront pas par désespoir, mais ils n'ont vraiment aucune bonne option. Aucune. Et tu sais quoi? La seule chose dans laquelle les États-Unis ont été bons ces 30 dernières années, c'est la communication, le spin. Ils n'ont rien appris de la guerre. Absolument rien. Si tu demandes à n'importe quel officier américain, 9 sur 10 n'auront aucune idée, par exemple, de ce qui s'est passé sur le front de l'Est pendant la Seconde Guerre mondiale. Ils ne l'ont jamais étudié. Ils ne comprennent même pas l'ampleur ni ce qui s'y jouait. Donc quand on regarde ça, oui, ils pourraient agir par désespoir, mais ce serait aggraver une défaite militaire déjà humiliante. Et les États-Unis, tout simplement, n'ont plus les ressources. Je veux dire, combien de clams, vous savez, de missiles de croisière Tomahawk et de JASSM Air ils ont? Pas beaucoup. Même Kane et d'autres, y compris Brad Cooper, disaient « Oui, nos stocks sont au plus bas ». En ce qui concerne les armes à longue portée,
il se peut qu'on doive entrer dans, ou s'approcher de, j'aime bien ce mot, de l'espace aérien iranien. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, ils vont perdre. Ils ont déjà perdu 42 avions cette fois-ci. Ils en perdront sans doute bien plus. Parce que voulez-vous, la défense aérienne passive, les embuscades antiaériennes et tout ça, ils n'ont jamais connu ça. Ils ont écrasé cette armée irakienne pathétique de Saddam qui n'avait même pas de vraie défense aérienne. Un truc datant quoi, d'avant la guerre de sécession américaine, entre 1860 et 1865. Alors oui, ils se disent, on est bon. Non, vous ne l'êtes pas. Et donc, vous l'avez vu vous-même, ce qui se passe. Surtout quand c'est passif. Ces canaux optroniques peuvent vous détecter de très loin, jusqu'à 40 km, selon l'altitude, et ce genre de paramètres, évidemment en ligne de visée. Mais encore une fois, c'est un système intégré, en réseau. Et vous avez vu vous-même ce que ça donne. Ils volent, ils sont abattus, des F-35, des A-10 Warthogs, des F-15, et ainsi de suite. Alors, ils vont inventer toutes sortes d'histoires, comme ce pilote koweïtien isolé qui aurait abattu 3 appareils. Franchement, c'est de la maternelle, d'accord? Ce n'est pas une superpuissance adulte, capable de se comporter correctement et de dire « bon voilà, on assume ». Je ne sais pas, c'était... Et encore une fois, Trump, regardez-le, c'est un homme vaincu. La seule chose qu'il fait, c'est gagner de l'argent. Ce n'est pas un homme d'État. Il n'a pas la moindre qualité d'homme d'État. Et voilà où on en est. Et il est sous le contrôle d'Israël. Je ne sais pas exactement ce qu'ils font en Iran, mais d'après ce que j'ai entendu, ils ont beaucoup amélioré leur système de défense aérienne. Ils sont prêts pour une nouvelle phase de guerre. Oui, c'est ce qu'ils rapportent. Évidemment, l'Iran n'est pas à l'abri des fuites d'informations. Il y a encore des cellules dormantes qui y opèrent, et elles transmettent des infos. Et puis, n'oublions pas non plus les médias américains qui feraient n'importe quoi. Ils vendraient leur propre famille pour décrocher une histoire. Mais la vérité, c'est que l'Iran a eu, disons, pas mal de temps pour restaurer ce qui avait été perdu, parce qu'une partie a bien sûr été endommagée ou détruite. Et ce qu'ils ont réussi à remettre en place, on ne le sait pas vraiment, si vous voyez ce que je veux dire. On sait qu'ils ont des Tor M1, et certains de ces systèmes, ou des versions internes du M1, ont été fournis par la Russie dans les années 2010. Donc ils ont peut-être maintenant des Tor M2 ou autre chose, qui sait. La Chine aussi leur a fourni du matériel. On ne sait pas exactement quoi. D'accord, mais oui, ils se renforcent, c'est évident. Et ils sont prêts. Ce ne sont pas des gens naïfs. Ce sont des gens très intelligents. Et CNN a rapporté que l'Iran dépasse tous les délais pour reconstruire sa base militaro-industrielle. Je ne sais pas pourquoi, ni ce que ça veut dire. Quels sont ces délais, selon CNN? Franchement, je ne sais pas. Ces gens-là sortent leurs infos et leurs gros titres de nulle part. Ils mentent sans arrêt. Ils l'ont toujours fait. C'est en gros une machine à mensonges pour endoctriner le public. Et ils continuent, encore et encore. Et puis oui, tant que la génération des baby boomers, en fait la première vague, la deuxième, moi je suis la troisième, même si je ne suis pas né aux États-Unis, tant que cette génération disparaît peu à peu, ce sont des idiots qui croient aveuglément aux médias traditionnels. Ils sont conditionnés, ils savent plus penser par eux-mêmes. Donc voilà, c'est pour eux qu'on produit tout ça. Que voulez-vous que je dise? Oui, ça marche, surtout avec ces tranches d'âge-là. La jeune génération, elle, et il y aurait beaucoup à dire là-dessus, n'a absolument aucun intérêt pour les guerres des États-Unis. Et l'une des paniques qui s'installe au sein de l'oligarchie américaine, qui est en grande partie aussi sous l'influence d'Israël et de l'AIPAC, enfin de l'influence israélienne, c'est que, oui, la tendance est en train de s'inverser, comme le dit très bien notre ami Roger Waters.
Et que dire, c'est dangereux pour Israël, parce que après ce qu'Israël a fait, et surtout continue de faire au Liban, et évidemment à Gaza, il faut vraiment être totalement dépourvu de morale pour soutenir ça. Mais il y en a encore beaucoup. Il y a 57 millions de chrétiens sionistes, des fanatiques, des hérétiques qui ne sont pas du tout des chrétiens. Voilà où on en est. Le pays est complètement compromis. Il n'est plus vraiment dirigé depuis Washington. Le président, c'est une marionnette de l'AIPAC et d'Israël, tu vois. C'est l'état des choses, et ça montre à quel point tout est pourri. Cette pourriture touche aussi le Pentagone et la CIA. Ces gens-là seraient incapables de retrouver leur propre derrière avec leurs deux mains, et ils sont clairement inaptes à diriger. Ils ont perdu toute compétence, toute capacité à faire quoi que ce soit, à part semer l'instabilité et monter de fausses opérations un peu partout, dès qu'ils le peuvent. Mais encore une fois, si on regarde depuis le début du retrait, en gros, la fuite d'Afghanistan, ces 6 dernières années ont été très mauvaises pour les États-Unis, pour dire les choses gentiment. Et pourtant, ils continuent de croire que oui, c'est une longue histoire, mais militairement, c'est un tigre de papier. Et ça s'est vu au grand jour. André, quand on parle du sommet entre Poutine et Xi, comment compares-tu les deux rencontres, celle de Donald Trump en Chine et celle de Vladimir Poutine en Chine? La première n'avait pas donné lieu à une déclaration commune, alors que la seconde s'est terminée par un communiqué conjoint. Et il y a eu beaucoup d'échanges, à la fois économiques et géopolitiques, entre les deux présidents. Je parle bien sûr de Xi Jinping et de Vladimir Poutine. Alors, comment compares-tu ces deux sommets et quelle a été l'importance de cette visite en Chine pour la Russie? Eh bien d'abord, vous pouvez le voir, j'ai la photo et je l'ai mise dans la vidéo. On voit la valise, plus de 40 accords signés, des contrats littéralement empilés à l'intérieur, avec ces jolies couvertures en cuir, tout ça. Donc ça, c'est déjà un fait. Le communiqué est la déclaration sur le fait accompli du monde multipolaire. Le monde multipolaire n'est pas en train d'émerger, il est déjà là, point final. C'est arrivé, c'est un fait accompli, et nous vivons dedans. Alors, que dire? C'est historique, d'une certaine manière, et quelque chose de fondamental a été décidé. Le projet Force de Sibérie avance maintenant. La seule différence, comme l'a dit M. Novak, c'est un détail technique. Ils vont simplement s'accorder sur le prix. Et là, c'est la fin de l'Europe. Parce que, comme l'ont dit les Russes, nous transférons tous nos moyens en gaz et en pétrole vers l'Est. Donc en fait, c'est simplement la formalisation de tout ça aujourd'hui. Et là-bas, il se passe énormément de choses dans les domaines économiques, technologiques, sociaux et culturels. Et oui, c'est une amélioration spectaculaire des, déjà bonnes relations entre la Russie et la Chine. En somme, c'est une réaffirmation de leur alliance stratégique sur ce sujet. Et oui, c'est ça l'avenir des BRICS. C'est l'épine dorsale des BRICS. Et même le simple fait que beaucoup de gens ne le comprennent pas. En réalité, Vladimir Poutine est venu avec, presque une grande partie de ses ministres, y compris M. Mantourov. Et bien sûr, je ne me souviens plus de son nom, le chef de l'agence chargé de la coopération dans le domaine militaro-technologique. Il a donné une interview à la télévision russe où il a dit « Bon, évidemment, on ne parle pas d'armes hypersoniques, mais d'autres choses. Oui, il va y avoir beaucoup de ce qu'on appelle de la coopération. Donc, il se passe pas mal de choses de ce côté-là. Et la Chine commence enfin à sortir de sa coquille, tu vois, et à essayer de jongler avec toutes sortes de dossiers. C'est désormais clair. La Chine l'a dit, la Russie l'a dit, l'avenir est là, il est en Eurasie. Et le cœur de tout ça, ce sont ces deux superpuissances, la Russie et la Chine. Voilà. Et puis bien sûr, leurs images sont complètement différentes. Trump, d'abord,
il a 80 ans. Il n'est clairement pas dans son état mental habituel et il a l'air d'un homme vaincu. Il le comprend sans doute, ou au moins il le ressent. Et encore une fois, quand on regarde son comportement et celui de ses conseillers, c'est un vrai cirque, honnêtement. C'est une humiliation pour les États-Unis sur la scène internationale. Certains disent, oui, les investisseurs vont très bien qu'ils aillent aux États-Unis. Mais quoi qu'il en soit, tout ce qui a été dit, et beaucoup de choses ont déjà été dites et discutées par la Chine et la Russie, avec le communiqué final sur le monde multipolaire. En gros, ils ont posé les bases d'une nouvelle version de ce que pourraient être les Nations Unies, ou peut-être quelque chose de complètement différent. Mais maintenant, c'est aux États-Unis de comprendre, et ils vont probablement échouer, qu'ils doivent, d'une manière ou d'une autre, adhérer à ces principes fondamentaux. Sinon, ils cesseront d'exister comme grande puissance. Ils deviendront une puissance régionale, très importante, certes, avec un certain avantage technologique impressionnant, mais ça s'arrêtera là, vous voyez. Et beaucoup de gens, encore une fois, quand je commence à parler de l'aspect militaire, n'ont même pas les bases pour comprendre ce que je veux dire quand j'explique, par exemple, que la dissuasion nucléaire américaine est ancienne, mais qu'elle existe toujours. On peut encore lancer un Minuteman III, ça s'est produit récemment. Mais il n'avance pas du tout dans le développement à la fois des armes nucléaires elles-mêmes et de leur système de livraison. Sur ce point, je peux le redire, vous pouvez me citer. Les États-Unis ont perdu la course aux armements, point final. Et ils ont parfois un retard, non pas d'une génération, mais de 2, dans certains systèmes de combat essentiels, comme la défense aérienne ou la défense antimissiles balistiques. Vous savez, ce n'est pas vraiment un système ABM. On devrait plutôt parler de défense antimissile. Parce que la plupart, comme vous l'avez vu récemment, et surtout avec le Sarmat qui vient de réussir ses derniers tests et d'être mis en service, ce sont des véhicules hypersoniques manœuvrables, avec une portée illimitée. Il y a plusieurs types d'engins et certains reposent sur de nouveaux principes physiques. On ne sait même pas encore ce que les Russes vont inventer ensuite. Mais c'est la réalité. Les États-Unis en sont très loin. André, aujourd'hui j'ai parlé avec Pepe Escobar qui est à Shanghai en Chine. Il m'a dit que l'Eurasie cherche à mettre en place une nouvelle architecture de sécurité. On sait que Xi va se rendre en Corée du Nord. On connaît la relation entre la Russie et la Corée du Nord et la nouvelle situation au Moyen-Orient. En gros, il parle d'une alliance entre la Russie, la Chine, la Corée du Nord, l'Iran et peut-être le Pakistan. Pour participer à la mise en place de cette nouvelle architecture de sécurité en Eurasie, quelle est votre lecture de tout ça? Eh bien, pour le Pakistan, l'Inde aura son opinion et la Russie accorde de la valeur à cette opinion, même si Modi a clairement tout gâché, et pas qu'un peu, en embrassant et en étreignant ce criminel de guerre, Netanyahou. Ce qu'il faut comprendre, c'est que beaucoup de gens ne saisissent toujours pas certaines choses. Par exemple, l'Organisation de coopération de Shanghai n'est pas une alliance militaire. C'est plutôt une alliance de sécurité, qui pourrait, à un moment donné, recourir à une forme de force. Mais l'architecture, en partant des législatures de leurs pays respectifs, comme la Chine, la Russie ou l'Iran, a encore beaucoup de chemin à parcourir avant que tout cela prenne une forme qui en fasse une véritable alliance, pas seulement géopolitique, mais aussi militaire. Est-ce que ça arrive? Oui, ça arrive. Les Russes et les Chinois font ça depuis longtemps déjà, depuis 2010. Je veux dire, sans interruption. J'ai des amis, des officiers supérieurs aujourd'hui à la retraite, qui ont participé à ces manœuvres et à toutes sortes d'exercices, notamment en Chine. C'était en 2010, 2009, dans ces années-là. Maintenant, ça doit évoluer vers quelque chose de beaucoup plus complexe. Et c'est en train d'arriver, clairement.
Il faut qu'il y ait une sorte de système stratégique et opérationnel unifié, avec le contrôle et la contribution de tous les pays en termes d'équipement militaire et de formation pour constituer une force commune. C'est un peu le même principe que l'OTAN. Mais évidemment, l'OTAN, telle qu'elle est conçue et fonctionne, ne s'applique pas ici. Mais, d'une certaine manière, ce sera quelque chose comme, disons, le pacte de Varsovie, si vous voulez. It will be something like, well, Warsaw Pact, if you wish. Obviously, Russia is not going to place their... Évidemment, la Russie ne va pas y installer ses troupes ni ses bases. Mais encore une fois, aujourd'hui, on parle d'une guerre du 21e siècle. Donc tout ça va s'organiser autour des capacités russes. J'ai déjà écrit, depuis plusieurs années, que l'un des développements qu'on peut observer, et vous pouvez le voir vous-même, c'est la construction d'un bouclier de défense aérienne là-bas. Beaucoup de gens ne le réalisent pas. La Chine possède des S-400, l'Inde a des S-400. Alors, est-ce que l'Iran aura aussi des S-400? En fait, ils en ont déjà, mais celui-là est en quelque sorte semi-iranien, parce qu'il sert surtout à protéger la centrale nucléaire de Bushehr. Mais est-ce que l'Iran va moderniser sa défense aérienne avec les tout derniers systèmes? Oui. C'est pour ça qu'Araqchi fait sans cesse des allers-retours un peu partout. Voilà, c'est comme ça que les choses vont se passer. Et ça, je dirais que la Chine, la Corée du Nord, la Russie et l'Iran seront le noyau de ce système militaire, qui finira par évoluer vers une véritable alliance militaire eurasienne, d'une forme ou d'une autre. À quelle vitesse ça va se faire? Je n'en sais rien. Il y a encore beaucoup de travail institutionnel à accomplir. Et puis c'est pas simple. Mais ce sera sans doute fondé sur la vision de l'état-major russe, et je suis assez sûr qu'une certaine structure commence déjà à se dessiner. Il y a des gens qui travaillent là-dessus. Et je sais que les Chinois aussi. Enfin, d'après certaines rumeurs, on ne sait pas vraiment, clin d'œil, des officiers chinois seraient présents, pas forcément à des postes de commandement, mais intégrés aux côtés des Russes dans l'opération militaire spéciale pour se former et acquérir l'expérience nécessaire. Il se passe énormément de choses, et une bonne partie, en fait la plupart, on ne la voit pas. Mais ça avance. Le travail continue dans ce sens. Je pense qu'après ce qui s'est passé, et il faut encore attendre pour voir, parce que l'Iran doit résister à une possible deuxième vague, je ne doute pas une seconde que l'Iran s'en sortira encore une fois en vainqueur comme il l'est déjà. L'Iran a vraiment ébranlé les États-Unis jusqu'au plus profond. Et c'est ça, à mon avis, qui va devenir l'alliance militaire dans un avenir prévisible. André, quelle est la situation avec la Lettonie et ses États par rapport à la guerre? Qui est derrière ce genre de nouvelles escalades, si on peut vraiment parler de nouvelles escalades? Qui fait ça? Tu penses que c'est la Lettonie en coulisses ou bien d'autres pays? Ah non, oui, c'est l'Allemagne, la France et tous ces lâches de l'OTAN qui se cachent derrière le dos de leur chair à canon en Ukraine. Mais bon, ces trois petits États-là, ce ne sont pas de vrais États viables, pour dire les choses gentiment. Ils sont en train de disparaître démographiquement. D'ici 2040, ils existeront probablement plus. Ils vont finir avec la population d'une ville moyenne. C'est là que ça les mène. Leur seul produit, si on peut dire, c'est la prostitution et leur russophobie. Ils vendent ça, et en échange, ils obtiennent quelques miettes d'attention de la part de l'OTAN. Et ils veulent ces forces de l'OTAN sur leur sol. Alors ils déploient, je sais pas, 2 ou 4 avions venus d'Espagne ou d'Allemagne, peu importe. Voilà, c'est un peu leur mode de fonctionnement. Et bien sûr, ils coopèrent avec l'Ukraine, comme on l'a déjà dit. Le service de renseignement extérieur russe a déjà expliqué ce qu'ils font. Ils autorisent l'utilisation de leur espace aérien. Et en fait, la Lettonie permet que leurs drones soient lancés depuis son territoire. Donc, Vladimir Poutine est de retour au Kremlin et on verra bien comment les choses évoluent.
Mais la Russie peut commencer, comme beaucoup l'ont déjà dit, y compris des diplomates russes de très haut niveau, à punir ces pays. Et ils le feront sans doute avec d'autres. Voilà, c'est tout ce qu'ils font. Blind, ils ne sont rien de plus que des chihuahuas, capables de te mordre seulement au talon ou à un tendon de la jambe. C'est à peu près tout. C'est la seule chose qu'ils peuvent faire. Donc oui, des avertissements ont été donnés. L'Estonie a tout de suite changé de ton. Ils abattent même les drones ukrainiens. La Finlande aussi. Du jour au lendemain, ils ont changé d'attitude. Mais la Lettonie, eux, franchement, ils sont complètement fous. Ce sont des fanatiques. Et les Russes ont déjà déclaré qu'ils savaient que ce pays autorisait l'utilisation de son territoire pour des lancements. Donc ça aura des conséquences. Sous quelle forme, on verra bien. Mais la Russie n'a aucun scrupule à frapper tout ce qu'elle juge nécessaire dans ces pays. Andriy, qu'est-ce qui se passe avec les négociations que Kirill Dmitriev mène avec les Américains? Il y a quelque chose. Non, rien du tout. Je veux dire, Dmitriev lui-même. Encore une fois, beaucoup de gens ne connaissent pas bien la situation. Dmitriev, c'est juste un envoyé. Il fait ce que Vladimir Poutine lui dit de faire. Une fois qu'il est sorti de ces négociations, qui d'ailleurs n'existent plus, eh bien voilà, il n'y a plus de négociations. Même Lavrov l'a dit lui-même, ça ne sert à rien. Vekselberg et Kushner, eux, sont là essentiellement pour faire de l'argent. Et ce sont des gens totalement incompétents. Ce sont des escrocs de l'immobilier new-yorkais. Et la seule raison pour laquelle Lavrov a été impliqué là-dedans, c'est parce qu'il savait qui était Vekselberg. Vekselberg, en gros, faisait la navette comme messager. Et il ne comprend pas. Il n'a pas les outils, ni même l'intelligence nécessaire pour comprendre ce qu'on lui dit. Oui, les Russes faisaient ça, comme je l'ai déjà dit, depuis le tout début. Ils le faisaient et ils continueront à le faire, uniquement pour donner l'impression qu'ils veulent négocier. Pour montrer que, regardez, nous sommes ouverts aux discussions. Nous négocions en permanence. Et c'est tout. Une fois que Dmitriev est impliqué là-dedans, c'est parce que Vladimir Poutine l'a désigné par un décret présidentiel spécial. Ce décret dit en gros, très bien, nommez Monsieur Dmitriev comme mon envoyé spécial pour les négociations russo-américaines. À partir de là, il reçoit des instructions précises et il ne peut pas s'en écarter, ni à gauche ni à droite. D'abord parce qu'il n'est pas seul. Il y a toujours des gens du FSB ou d'autres services qui sont présents pour vérifier s'il a pris une initiative ou dit quelque chose qu'il n'aurait pas dû dire. Et dans ce cas, il serait immédiatement écarté. Mais voilà, c'est terminé. Dmitriev lui-même, maintenant simple citoyen, a déjà dit à nouveau qu'il n'avait pris une telle importance que pour cette raison-là. Il dit que c'est inutile. Franchement, qu'est-ce que vous voulez faire? Vous avez, vous savez, deux idiots comme Kushner et Witkoff qui n'ont aucune idée de ce qu'est la diplomatie. Ils n'ont pas le bagage, ils ne comprennent pas ce qu'on leur dit. Alors, qu'est-ce que je peux dire? Et Lavrov, vous savez, M. Ushakov, a déclaré il y a 2 jours, ou hier, c'était il y a 2 jours, non? Déjà à Pékin. Il a dit, qui vous a dit qu'il n'y avait jamais eu un soi-disant esprit d'encourage? Il a ajouté, moi, je n'utilise pas ce terme. Un abruti des médias a inventé ça, comme ils inventent sans arrêt ces fameuses lignes rouges. Parce que vous savez quoi? Les médias, surtout les médias traditionnels, servent avant tout un but humain. C'est ça. C'est exactement qui ils sont. Ils doivent inventer toutes sortes de saletés qui peuvent vendre aux masses complètement conditionnées. C'est comme ça parce que eux aussi doivent bien manger. Ils adorent leur terrain de golf, leur club privé, et pour ça, ils te vendraient n'importe quelle histoire bidon, tu vois, juste pour garder leur train de vie. C'est leur salaire, leur position, tout est là. Et donc, Ushakov a dit, qui a parlé d'un esprit d'encourage? Et il a ajouté, mais il y a un esprit de Pékin. C'est ça la réalité. Alors, encore une fois, négocier avec qui?
Les États-Unis sont battus sur toute la ligne. On ne négocie pas avec quelqu'un qui ne comprend pas les conditions. Tu vois, la douleur, l'étau qu'on peut resserrer, on peut toujours augmenter la pression. Mais l'administration Trump, elle n'est pas capable de comprendre ce qui est en train de se passer. Le problème, Andrei, c'est que ce qu'a dit Ushakov, à mon avis, est particulièrement important. Il a comparé l'esprit de Pékin à celui d'Anchorage, en Alaska. Parce que le vrai problème, c'est Donald Trump lui-même et son administration. Ce ne sont pas des gens sérieux. On discute avec eux, et dès qu'ils sortent de la pièce, ils disent tout autre chose. Trump n'est pas mentalement apte à diriger le pays. Ce n'est pas un homme d'État. C'est un homme de spectacle. C'est un escroc. Il manipule les marchés qui sont eux-mêmes remplis d'imbéciles avec des MBA venus de toutes sortes d'écoles d'économie ou de Harvard et qui sont complètement idiots. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et donc, c'est la seule chose qu'il sait faire. Gagner de l'argent, point. Il ne se soucie pas des Américains. Il ne se soucie pas de son pays. S'il doit se vendre complètement à Israël, il l'a déjà fait, plus ou moins. Et il est contrôlé d'une manière ou d'une autre. On ne sait pas, peut-être par du chantage ou autre chose. Et encore une fois, voilà qui ils sont. Ils sont, vous savez, ce qu'ils sont. La chute de la civilisation occidentale. Si vous regardez M. Lavrov, lui, il est très direct. Il parle de l'Europe comme de sataniste. Il le dit ouvertement. Il parle de satanisme, c'est-à-dire de l'Europe, et les États-Unis ne sont pas loin derrière. Ce qu'on a aujourd'hui, c'est une démoralisation totale de la société, à part les fanatiques du mouvement MAGA qui vénèrent simplement leur idole, Trump. Évidemment, les sionistes chrétiens, encore une fois, ils ne sont pas chrétiens. Ce sont des sionistes, d'accord? C'est aussi simple que ça. Il y a, vous savez, toutes sortes de gens comme ça. Ce sont des sionistes. Point final. Soyons très clairs là-dessus. D'ailleurs, beaucoup d'entre eux ne sont même pas religieux. Oui, enfin, non, ils ne sont pas chrétiens. C'est, disons, l'hérésie de l'évangélisme, ce qu'on appelle le protestantisme, si on veut, le non-dénominationnel, peu importe ce que ça veut dire. Vous voyez, ils n'ont pas d'église, ils n'ont rien. La seule chose qu'ils font, c'est adorer Israël. Et ça, c'est en fait un culte de la mort. C'est exactement ce que c'est. Et donc, quand on regarde ça, c'est l'état des États-Unis aujourd'hui. Le pays est devenu comme la fin de l'Union soviétique. Mais encore une fois, même l'Union soviétique avait au moins la conscience que, enfin, c'est plus complexe que ça. Parce que les États-Unis n'ont pas cette complexité des républiques périphériques, vous savez, ces limitrophes que l'Union soviétique avait. Oui, c'est comme ça, tout simplement. Tout le monde se moquait du vieux politburo soviétique. Léonid Brejnev, lui, était en fait un jeune débutant de 73 ans quand il est mort, d'accord? Et même s'il avait des problèmes d'élocution, il était juste fatigué. C'était un vrai vétéran de combat, un authentique soldat décoré de la Seconde Guerre mondiale. Trump, lui, c'est le fils à papa, avec des problèmes de père, qui veut prouver qu'il est le meilleur du meilleur. Alors qu'en réalité, il ne l'est pas. Et à cause de ça, il a ce problème-là. C'est un homme profondément en insécurité. Et regardez les gens dont il s'est entouré. Vous avez ce garçon, Marco Rubio, qui est à la fois secrétaire d'État et conseiller à la sécurité nationale. Mais qu'est-ce que Marco Rubio connaît à tout ça? À la diplomatie ou à quoi que ce soit d'autre? Donc oui, il y a ce problème, ce qu'on appelle le niveau. Ce n'est même pas intellectuel. C'est pathétique, franchement. Et oui, on ne peut pas discuter avec ces gens-là. C'est comme ce pigeon qu'on fait jouer aux échecs. Le pigeon arrive sur l'échiquier et renverse tout, parce que c'est un pigeon. Il est stupide. Voilà, c'est tout. Aujourd'hui, Donald Trump a déclaré, en l'espace de 2 minutes,
que nous avions un contrôle total sur le détroit d'Ormuz. Puis il a ajouté que nous faisions tout pour rouvrir le détroit d'Ormuz. C'est un cirque, d'accord? Les États-Unis sont devenus un vrai cirque. Et beaucoup de gens, surtout ces partisans du MAGA, écoutez, moi je suis MAGA au vrai sens du terme, hein, Make America Great Again. Ça veut dire quoi? Arrêter toutes les guerres, ramener les garçons à la maison, se concentrer sur l'économie, sur l'amélioration de la vie des Américains. Vous savez, j'ai un intérêt personnel là-dedans. C'est mon pays et il a encore un énorme potentiel. Il y a des ressources, une richesse intrinsèque. Ce n'est pas l'Europe qui est pauvre, non. Les États-Unis sont en réalité un pays riche. Mais non, ça ne se passe pas comme ça. Alors ces idiots, ils vénèrent ce golem orange, qui est, je ne sais pas, un vrai phénomène de foire. C'est un cirque, vraiment. Et puis, comme je l'ai déjà dit, Washington DC n'est plus un endroit normal. Là-bas, il n'y a plus de gens qui comprennent vraiment, sur le plan politique, ce qui se passe. C'est le Titanic, et il est en train de couler. Et c'est ça le plus triste dans tout ça, parce que les États-Unis ont un potentiel énorme. Mais politiquement, le système américain ne fonctionne plus. En fait, il existe déjà un troisième parti, si on veut. Il s'appelle les électeurs indépendants. Mais il n'a pas de dirigeant, et on ne laissera jamais se structurer entre les deux extrêmes. D'un côté, les fous du GOP, et de l'autre, les fous du Parti démocrate. Et entre les deux, qu'est-ce qu'il reste? La majorité silencieuse et des gens qui n'en peuvent plus, surtout la classe ouvrière blanche chrétienne américaine, qui n'a plus aucune perspective d'amélioration. Ils vivent dans une crise complètement folle. Et tout le monde, partout dans le monde, sait ce qui se passe. Aux États-Unis, les gens prennent beaucoup de drogue. Ils fument de la marijuana. Ils s'abrutissent, en quelque sorte, jusqu'à tomber dans un état d'inconscience pour essayer de supporter tout ça. Voilà ce qu'ils font. Et encore une fois, les États-Unis n'ont plus vraiment un congrès. C'est devenu une sorte de Knesset 2.0. Une fois que Thomas Massie, le dernier, aura été écarté, ce sera fini. Le lobby israélien est partout. Israël dirige les États-Unis. Et les Américains ne s'en soucient plus parce qu'ils n'ont ni le temps ni les moyens. Enfin, certains s'en préoccupent. Mais que peut-on faire? On peut exprimer notre opinion et s'appuyer sur la Constitution américaine, qui reste encore, dans une certaine mesure, sacrée. Après ça, qu'est-ce qui va se passer? Je pense que la façon dont ils se sont attaqués à Thomas Massie montre à quel point ils sont faibles en ce moment aux États-Unis, parce qu'ils doivent dépenser énormément d'argent. Ils doivent faire venir le président, tout le monde, tous ses responsables, pour soutenir le rival de Thomas Massie et essayer de le battre. Mais c'est incroyable. Tu sais, je ne sais pas, André, parce que le soutien à Israël est tombé à environ 30% aujourd'hui parmi les Américains. Eh bien, je veux dire, c'est encore énorme. Oui, c'est encore énorme. Et ça montre à quel point les gens qui soutiennent Israël sont endoctrinés, sans esprit critique et immoraux. Et comme je l'ai déjà dit, n'oubliez pas le chiffre de 57 millions. C'est le nombre de ceux qu'on appelle les chrétiens sionistes. En réalité, ce sont juste des sionistes. Vous voyez? Ils ne sont simplement pas nés en Israël. C'est une sorte de secte mortifère, complètement conditionnée. C'est l'équivalent de la population d'un grand pays européen. Et même si les États-Unis comptent environ 330 millions d'habitants, ça reste un groupe important. C'est une minorité significative, et c'est elle qui alimente tout ça. C'est la base du Parti républicain, la base du GOP, et même de nombreux démocrates aussi. Ils dépendent totalement de l'argent de l'AIPAC et de tous ces groupes, comme les CUFI, les Christians United for Israel. Ce sont en réalité des organisations traîtres. Elles ont, en pratique, imposé un contrôle d'agents étrangers sur les États-Unis, et elles ont réussi à le dissimuler au Congrès. Ils n'ont ni honneur, ni humanité, ni la moindre intégrité.
Ça ne leur pose aucun problème. Merci beaucoup, André, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Avec plaisir, un vrai plaisir comme toujours. Au revoir, à très bientôt. Au revoir. Bye bye. See you soon. Bye-bye.